Nous allons donc maintenant écouter Monsieur Paul-Laurent Assoun, professeur à l'Université Paris Diderot. Alors on savait que Freud n'avait pas eu de chaire au Collège de France, mais il y eut visiblement une station freudienne au Collège de France, une épistémologie en germe. Bien, de tout ce qui précède montre à quel point c'était une bonne idée, une excellente idée, hein, de commémorer cette rencontre entre Freud et le Collège de France. Ça a été ma première action quand j'ai reçu l'aimable invitation de participer à ces débats, parce que ce moment du Collège de France, hein, ce moment freudien, c'est pour ça que j'appelle ça la station freudienne au Collège de France, a été bien connue des spécialistes de Freud, mais elle a été méconnue, il faut bien dire, par rapport à la Salpêtrière, quoi, hein, le royaume de Charcot. C'est-à-dire que Freud, effectivement, est allé au Collège de France. Quand on le mentionne, c'est presque anecdotique, alors qu'il y a là un événement considérable, aussi au plan épistémologique et symbolique. Voilà. Donc il me paraît très important, utile, de considérer ce motif détaché de la mosaïque de la préhistoire freudienne, je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé entre Freud et le Collège de France? Voilà. Beaucoup d'éléments ont été donnés, mais au fond, qui se souvient, en passant devant l'édifice du collège, que le créateur de la psychanalyse en a franchi le seuil, il y a 130 ans, voilà. Ce n'est pas simplement un seuil, le seuil d'un édifice, c'est un seuil symbolique, dans la mesure où Freud se trouve dans cette position, une dizaine d'années avant de créer de la psychanalyse, de rencontrer le collège comme communauté. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est seulement en 1870, soit 15 ans avant que Freud ne le découvre, que le collège royal, puis impérial, créé 3 siècles et demi plus tôt, prend l'appellation Collège de France, devenant une institution proprement nationale. Et c'est donc le moment où elle s'impose comme institution consacrée, comme organe de transmission directe de la recherche vivante en train de se faire, par ce qu'on appellerait aujourd'hui des enseignants-chercheurs. Et c'est le moment où Freud, lui, aborde sa formation médicale. Il est médecin que depuis 1882, et le porte vers ce lieu. Mon projet, c'est d'essayer de s'identifier à la position de Freud lui-même. Voilà. Parce qu'il y a énormément d'informations qui ont été données. Je vais faire quelques petits compléments par rapport à ce qui a été dit. Mais ce qui me paraît déterminant comme enjeu, c'est de comprendre qu'est-ce que Freud a trouvé et qu'est-ce qu'il cherchait, plus ou moins consciemment, une sorte de tropisme intellectuel qui le porte vers le Collège de France, et pas seulement vers la Salpêtrière. Voilà. Le Collège, c'est une sorte de petite république, hein, des lettres et des sciences, une ville du savoir dans la ville Paris, hein, plein quartier latin. Donc on peut quand même imaginer ce que ce modeste médecin, encore, hein, de fraîche date, privat docent, chargé de cours, boursier, pouvait ressentir en franchissant le seuil, alors qu'il est encore demandeur, hein, de perspective pour son destin. Freud dit « j'ai un destin à remplir ». Bon, ce n'est pas simplement romantique, il a cette conviction qu'il a un destin à remplir. C'est pour ça, je dirais 2 mots sur Janet, c'est pour ça qu'il prenait très mal, au-delà des questions narcissiques personnelles, le fait de dénier le réel sexuel. Voilà. Pour lui, c'est un élément essentiel, et un certain nombre de propos de Janet qu'il a très mal pris, ce qui explique qu'il lui a fermé sa porte en 1937. Voilà. Mais je reviens à la question générale. Là où il y a seuil, il y a franchissement. Donc, qu'est-ce que Freud a franchi, ce que j'appelle le Rubicon de Freud, hein, ça sera en 1895. Hein. Mais il cherche quelque chose qui est déjà en route. Il y a chez Freud une conscience très forte de la coupure, hein, qu'il produit dans le savoir. Donc, je dirais presque que c'est une période de pré-franchissement. Ensuite, on aura Nancy 1889, avec la rencontre de Bernheim, mais c'est peut-être cet événement intellectuel qu'il faut essayer de saisir. Donc, je vais essayer d'esquisser, hein, une sorte de synthèse de ce qu'il a pu trouver chez ce trio. Enfin, Janet n'était pas encore là, mais il est présent. Et puis, bien sûr, il y a Maury, ça a été très bien décrit, et puis il y a Ranvier, qui a peut-être été celui qui a été le moins présenté, mais quel lien il y a entre tout ça? Bien sûr, le collège, c'est un ensemble d'individualités qui ne forment pas, qui n'ont pas un consensus scientifique, c'est même ce qui fait la force du collège, dès alors. Mais qu'est-ce que le découvreur de l'inconscient cherchait au collège? Voilà la question. Donc, il faudrait redétailler ces contacts
Une prise de contact, ce n'est pas forcément une rencontre. Donc, dans quel cas il y a eu simple contact, dans quel autre cas il y a eu une rencontre intellectuelle. Voilà, une rencontre intellectuelle. Et du coup, alors, c'est ça qui m'intéresse, parce que j'avais introduit quelques années, en 81, l'expression d'épistémologie freudienne, qui était un peu provocatrice. Ce n'est pas l'épistémologie simplement psychanalytique. Ça, on le fait de l'extérieur de la psychanalyse. Pas toujours de façon très bien intentionnée, bon, mais informative. Non, il y a une épistémologie freudienne. C'est-à-dire que Freud est dans une position de créer une épistémée spécifique, mais naturellement, il est nourri d'une masse d'influences. Lichtenberg, le moraliste allemand du XVIIIe siècle, disait, c'est assez joli, il faudrait voir l'estomac intellectuel des grands penseurs pour voir ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont digéré. C'est pas possible, hein. Il n'y a pas d'estomac intellectuel, mais il est très important de voir les influences, mais pour comprendre comment l'originalité se forge à partir des influences. Et je trouve que ça éclaire notamment le débat très bien restitué entre Freud et Janet. Donc, qui est-ce qui va voir? Voilà. Pas n'importe qui. D'abord, Ranvier. Bon. Il faut suivre Freud sur le chemin du Collège de France, quand ce n'est pas le mène particulièrement, vers Louis Ranvier. Évidemment, c'est un événement plus discret que la rencontre de Charcot. Mais ça a bien une signification. Laquelle? Ranvier est au Collège de France depuis 1867. Il est rien moins quand même que le successeur de Claude Bernard, créateur de la médecine expérimentale, de la méthode expérimentale, dont il a commencé par être l'assistant. On voit quand même le symbole de l'événement, c'est-à-dire le futur créateur de la psychanalyse, qui dit d'ailleurs en 1900 à Fliss qu'il n'est pas un expérimentateur. Voilà. Vous savez, c'est la lettre où il dit « Je ne suis pas un expérimentateur, pas un philosophe, pas même un savant, mais un découvreur. » Un conquistador. Bon, conquistador intellectuel. Bon. Il dit ça à Fliss au moment où il se sépare de Fliss. Voilà. Mais évidemment, il se situe par rapport à la méthode expérimentale. Donc, Ranvier est le titulaire de la chaire d'anatomie générale. Voilà, c'est le créateur des archives d'anatomie microscopique. Il est réputé, Ranvier, pour être l'initiateur de la microscopie optique. Or, le futur créateur de la psychanalyse a commencé sa carrière derrière un microscope. S'occupant même des cellules d'Anguille, etc. Bon, voilà. J'ai toujours pensé d'ailleurs que Freud avait une clinique, une clinique du regard, qui renvoie à sa première pratique médicale. Hein. Sauf qu'évidemment, écouter, regarder un sujet, c'est pas s'occuper de ces cellules d'Anguille. Bon, voilà. C'est très important parce qu'aussi intéressé par l'anatomie neuronale de façon très importante. Dans l'exposé brillant de ce matin, on a montré toute la portée du neuronal, en conjurant néanmoins de ne pas faire une interprétation analytique de l'inhibition. Eh bien, toute l'esquisse de psychologie scientifique de Freud neuronale est fondée sur la notion d'inhibition. Voilà. Ce qui crée une étrange résonance entre Freud neurologue amateur, si je peux dire, et la neurologie moderne. Mais ça, il faudrait le développer. Alors, on a, en ce qui concerne Freud et Ranvier, un précieux document qui est le compte-rendu de mon voyage d'études à Paris et Berlin, 1886. Tout simplement, comme étudiant aussi boursier, d'une certaine manière, il doit rendre compte de son voyage. Il y a une mention de Ranvier qui est certes lapidaire, ça n'a rien à voir avec l'éloge de Charcot, mais une phrase unique. Il me reste encore à mentionner que monsieur le professeur Ranvier, du Collège de France, eut la bonté de me montrer ses belles préparations de cellules nerveuses et de névrologie. Bon. Je vais rappeler ce que c'est que la névrologie. Bon. Une phrase unique qui se réduit à l'évocation d'un geste symbolique et concret. Entre l'homme du Collège de France et le médecin viennois, il y a eu un geste de monstration. Voilà. Donc mettons-nous une seconde à la place de Freud. Voilà un spécialiste. D'ailleurs, il avait connu Virchow, Rudolf Virchow, le grand théoricien de la pathologie cellulaire. Voilà que Ranvier est un intermédiaire entre Virchow, la pathologie cellulaire, et Freud, qui, on l'a rappelé, est un homme de science. Hein. Voilà. Un homme de science, mais avec un objet très spécial, qui est l'inconscient. Voilà, donc, c'est très intéressant parce que le regard est là. C'est-à-dire, d'une part, il faut regarder, hein, histologiquement, microscopiquement, et d'autre part, voilà que Ranvier, expert, montre à Freud ces belles, vous voyez l'affect esthétique, enfin, ces belles préparations de cellules nerveuses. Hein. Freud a un côté visionnaire à cette époque. Hein. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui surgit découvrant l'inconscient comme de nulle part.
il a une pratique scientifique. Voilà. Donc, Ranvier lui fait ce geste de confiance, hein, de lui montrer ses cellules, ses préparations. Voilà. Qui sait la résonance de ce geste de Ranvier sur le Freud neurologue, enfin, quand il osera, mais ça il le fera pour Fliss, dans le train, n'est-ce pas, écrire ce traité de neurologie très particulier. Voilà. Il a été quand même habilité, je ne veux pas surestimer ce geste symbolique, en fait. Quand il parle de ces neurones, de ces connexions synaptiques, il a eu droit à un beau spectacle. Voilà. La névrologie, qu'est-ce que c'est? Alors, ça vient de gloios, le grec gloios, qui veut dire glu. Littéralement, c'est la glu nerveuse, c'est-à-dire c'est le tissu ou l'ensemble de cellules de soutien du système nerveux. C'est le tissu interstitiel du système nerveux situé entre les neurones. Voilà. Vous voyez cette jouissance dans le regard, quand même. Et probablement avec une générosité de Ranvier qui, comme c'était des enseignants-chercheurs, ils ne gardaient pas ça pour eux, d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a eu une petite légitimation de Freud à ce que Ranvier lui ait montré cette espèce de cartographie. Parce que plus tard, Freud produira, je n'ai pas le temps de développer, une cartographie neuronale. Voilà. Or, il se trouve que ce laboratoire était au Collège de France. C'est pas rien. Une espèce de révélation qui a dû jouer un rôle, sinon déclencheur, du moins accélératoire. Avec notre vocabulaire, une sorte de scène primitive d'une passion neurologique qui aura duré chez Freud 2 décennies, hein, parce qu'il était vraiment mordu par la neurologie. Sans en surestimer l'importance de la biographie intellectuelle de Freud, c'est une scène saisissante qui a permis au futur créateur de la psychanalyse, et on est encore loin, hein, de prendre date pour sa propre exploration de l'espace neuronal et ensuite psychique. Car Freud, vous savez, passera de la neurologie à la métapsychologie. Or, la métapsychologie est essentielle et déterminante. Dire, ce qui manque essentiellement à Janet aux yeux de Freud, c'est la métapsychologie. C'est-à-dire, il faut dire l'essentiel. Bon. C'est-à-dire un savoir, métapsychologie, c'est une psychologie qui mène méta au-delà du conscient. Évidemment, c'est pas heureusement choisi parce qu'on pense à parapsychologie, des choses qui n'ont rien à voir avec ça, mais voilà. La psychologie n'a pas des théories des processus inconscients, donc il faut inventer ça. Toute la théorie de Janet, par exemple, ça a été très bien décrit, c'est une théorie phénoménologique au sens freudien, c'est-à-dire descriptive, qui fait que Janet pouvait être un excellent clinicien. Malheureusement, aux yeux de Freud, il ne disposait pas du savoir métapsychologique. Il n'a pas de théorie de l'appareil psychique. Donc, ça développe l'intelligence, mais ça ne permet pas toujours de comprendre ce qui se joue dans la réalité clinique. Voilà. Alors, donc, conclusion sur Ranvier. On peut parler d'un effet transmission. Hein. Encore une fois, si on se met à la place de l'épistémologie freudienne en germe, voilà. D'une part, ça confirme l'affiliation de Freud à la médecine neurologique de son temps, au moment d'ailleurs où il fait son deuil d'obtenir un poste de professeur. Bruck lui dit c'est pas possible, donc il va être médecin, mais il veut être chercheur. Hein. Freud a une position un peu déprimée. Il va chercher à Paris, au Collège de France à la Salpêtrière, une réhabilitation. Voilà. Et d'ailleurs, quand il reviendra et qu'il présentera à un autre collège, au Collège des médecins viennois, on lui rira au nez, en disant c'est un conte de faits scientifiques, parisien. Vous voyez, bon. Mais il y a le Collège de France, c'est amusant, un autre collège. Et donc ça lui a permis, dans le calme, sa théorie des aphasies, hein, des 91, des travaux sur la cocaïne, etc. Je garde cette idée, n'est-ce pas, que Ranvier lui a dit vois, savoir, voir ça. Enfin, vois et sache. Quoi. Peut-être en miroir des très belles présentations de malades de Charcot, dont Freud dit que quand on écoutait Charcot faire une leçon clinique, c'était une telle image qu'on ne pouvait pas ôter de sa mémoire pendant toute la journée la beauté des images qu'il a fait voir. Mais voyez à quel point ça me paraît intéressant entre le regard clinique de Charcot et le regard anatomique de Ranvier. Si le psychanalyste est un homme de l'écoute, ça a commencé par être un sujet du regard. Bon. Alors, vous voyez, je poursuis mon enquête. Voilà qu'il s'intéresse à Maury. Il ne suffit pas de dire en quoi Maury est intéressant, il faut voir en quoi ça le motivait et quel rapport il pouvait y avoir entre Ranvier et Maury dans l'esprit de Freud. Maury a été très bien décrit, un personnage érudit, il a été à l'Académie des belles lettres
des inscriptions et belles-lettres, il a été archéologue, linguiste, c'était un touche-à-tout. Dans la mentalité universitaire actuelle, c'est grave, il faut avoir une discipline, sinon on est dans une section. Bon. Pas ces sujets-là, hein, ces sujets qui avaient un esprit, c'est vrai, touche-à-tout, mais en même temps encyclopédique, et entre autres, il tombe sur la question du rêve. Et évidemment, ça intéresse Freud. Freud, c'est seulement en 1895 qu'il commencera à travailler très effectivement sur les rêves, mais en un mot, qu'est-ce qu'il a trouvé chez Maury et qu'est-ce qu'il n'y a pas trouvé? Enfin, je donne ma version, n'est-ce pas, de ce qui a été là aussi très bien évoqué, mais Maury a le mérite de considérer le rêve dans sa réalité psychique, plus exactement psychophysiologique. Bon. Lui aussi, à plus forte raison, il est très loin d'avoir une métapsychologie, et Freud non plus d'ailleurs, à cette époque. Mais c'est un amateur au bon sens du terme. Si Maury est cité une vingtaine de fois dans l'interprétation des rêves, un texte dans lequel, nous dit Lacan, Freud joue son va-tout. C'est très juste, c'est-à-dire c'est l'ouvrage préféré pour Freud, c'est son ouvrage le plus long. Il joue très peu avec cette histoire du rêve. Plus tard, il parlera du symptôme, etc. Donc, évidemment, il est déjà très motivé par le rêve. Il a écrit un texte, enfin, un premier chapitre historique. Dans sa correspondance, il dit que c'est une corvée pour lui. Bon. Il est tellement occupé par son originalité que collecter tous les gens qui ont parlé du rêve, pour lui, c'est une corvée, parce qu'il sait que lui va dire l'essentiel. Sans présomption. Je dis ça en passant. Il n'empêche qu'il a eu raison de se contraindre à avoir tous les précurseurs. Alors, Maury a une position quand même d'exception. Je vous cite juste ce que Freud cite de Maury dans l'interprétation des rêves. Hein, ça fait un peu la synthèse entre les deux consciences qui ont été exposées. Hein. Voilà. Freud gratifie Maury de la valeur, je cite, de toutes ses remarques perspicaces pour une psychologie de la vie des rêves, la vie de rêve. Perspicacité, ça ne fait pas une métapsychologie, mais ça ouvre la voie. Par exemple, Maury dit, cité par Freud, « En rêve, l'homme se révèle tout entier à soi-même dans sa nudité et sa misère native. Il devient le jouet de toutes les passions dans lesquelles, à l'état de veille, la conscience, le sentiment de l'honneur, la crainte nous défendent. » Bon, voilà, positiviste, oui, mais il y a cette sensibilité de Maury à quoi? À ce qu'il appelle l'homme instinctif. C'est dans le sous-titre, le long sous-titre que je ne reciterai pas, Le sommeil et les rêves, 1861, où il parle effectivement recherche sur le développement de l'instinct et de l'intelligence. Alors, c'est très intéressant parce que l'instinct, c'est pas loin de la pulsion, et en même temps, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est-à-dire que Maury considère qu'il y a une activité psychologique, cognitive, instinctive, affective, que tout ça s'agrouille et ça fait des rêves. C'est une très grosse avancée en un sens. Mais de l'autre, il ne sait pas ce que c'est que la pulsion. C'est le même problème avec Janet, n'est-ce pas ? La pulsion est le concept fondamental de la métapsychologie. Freud a une conception psychosexuelle, c'est un drôle de mot, psychosexuel. Voilà. Mais c'est ce qui fait que du coup, Maury a une intuition de ce que c'est que ce bourdonnement pulsionnel qu'on trouve dans le rêve, mais il ne peut rien faire d'autre que d'écrire. D'ailleurs, quand on n'a pas de théorie qu'on décrit, on est perspicace. Ben oui, puisqu'il faut compenser le défaut d'un modèle théorique au moyen de tas d'idées. Voilà. Ça paraît extrêmement important, ça. Freud le sait déjà, mais il est extrêmement reconnaissant à ses précurseurs. Voilà. Donc, c'est aussi la limite de la méthode expérimentale. Il n'empêche que Maury, ça a été dit, mais je le souligne, raconte ses rêves. Et l'un des gestes de courage de Freud dans l'interprétation des rêves, c'est de raconter ses propres rêves, de ne pas être dans l'objectivation. On remarquera d'ailleurs que ce ne sont pas des rêves qui sont follement sexuels, les rêves de Freud, tels qu'il les raconte dans les rêves, mais ce sont toujours des rêves ou bien professionnels, mais toujours un enjeu sexuel. Voilà. Donc il y a un monde entre Maury et Freud. Hein. Mais, par exemple, un exemple amusant, le rêve le plus célèbre du texte de Maury, c'est le rêve qu'il a fait de la guillotine. Où il se retrouve en charmante compagnie avec Robespierre, Fouquetinville, il va être guillotiné, et il se réveille, évidemment,
pas en très bon état, et il s'aperçoit que c'est juste une partie du lit qui s'est détachée. Alors, lui, il se contente des stimuli extérieurs, alors qu'il est en plein dans un rêve de castration. Donc, je signale que le premier rêve de castration vu après coup dans l'interprétation freudienne, c'est le nommé Alfred Maury qui le produit. Mais il a produit parce qu'il avait cette honnêteté intellectuelle d'engager sa problématique subjective dans son ouvrage. Voilà. Et ça renvoie quand même à l'école française. Et il était au Collège de France, où on accueillait des originalités intellectuelles. Voilà. Donc le Collège de France a produit des originalités intellectuelles. C'est ça qui me paraît intéressant pour comprendre que c'est tout sauf un hasard si Freud quand même s'est orienté de ce côté-là. Il faut noter aussi que Maury a eu une prescience de l'homologie des formations inconscientes, sauf qu'il ne le disait pas comme ça, entre le rêve et la folie, entre le rêve et la psychose. Et c'est ce que Freud dira dans l'interprétation des rêves, notamment dans la préface de 1909, à savoir que le névrosé et le rêveur sont structurés selon une logique parallèle. Bon. Mais il ne faut pas non plus psychopathologiser le rêve. Pour Freud, c'est l'activité psychique fondamentale du sujet inconscient. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un sujet de l'inconscient. S'il y a des personnes comme chez des personnes cliniques qui ont des symptômes comme chez Janet, ben, il n'y a pas de sujet de l'inconscient. Donc Janet était sincère, mais c'est un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds qui peut être intéressant. D'où un dernier mot. Alors, en absence justement sur Janet, là aussi ça a été très bien décrit, mais ce sont deux fils de Charcot quand même. Donc il y avait quelque chose de fratricide entre eux. Voilà. Mais le vrai charcotien jusqu'au bout, d'une certaine manière, c'est... Alors qui exactement? Ça dépend de l'affiliation, mais c'est plutôt Janet qui est resté. Et il est de l'école de la Salpêtrière. C'est pour ça d'ailleurs qu'il pense que... Janet, il pense tout le temps qu'on lui vole des... Parfois c'est un peu... quelque chose pas de délirant, ça arrive souvent chez les intellectuels, un peu du vol d'idées, quoi. On m'a volé, on m'a... Bon. Mais indéniablement, il croit que Freud aurait dû rester à la Salpêtrière, d'une certaine façon, alors qu'il y a eu un virage, évidemment, dont vous connaissez l'originalité. Par exemple, toutes les notions, parce que pour compléter ce qui a été dit, il faudrait par exemple relire le texte de Freud sur la cécité hystérique, 1911, où Freud montre, vous avez ce phénomène très curieux, que certains sujets hystériques perdent la vue, sans aucune lésion ophtalmologique. L'œil continue à réagir, mais le sujet ne ment pas, il ne simule pas, il voit plus clair. Et c'est là où on voit le véritable enjeu d'épistémologie clinique entre Freud et Janet. C'est-à-dire, Janet, pas seulement Janet, Binet, etc. Freud cite dans ce texte de 1911 cette école en disant que la théorie de la dissociation du rétrécissement de conscience ne fait que décrire. Si on ne comprend pas, je suis désolé, je suis obligé d'aller assez vite sur l'explication psychanalytique de la cécité hystérique, si on ne comprend pas qu'il y a un conflit sexuel à même l'œil, on ne comprend pas pourquoi un sujet hystérique perd la vue. Pour le dire de façon très simplifiée, l'idée de Freud, c'est que tout organe a une double fonction, organique et sexuelle. Un œil, ça sert à regarder. Regarder, ça veut dire se garder d'eux. Donc c'est la fonction organique normale, ophtalmologique, mais aussi une fonction sexuelle. Si un sujet a un plaisir voyeuriste, si l'œil est érotisé, il peut y avoir un blackout. Ce qui veut dire que concrètement, l'idée de Freud, pour moi c'est un texte clinique assez illuminant à un certain moment, donc j'y insiste, ça veut dire que le sujet, en gros, hystérique, homme ou femme d'ailleurs, il faut le rappeler, s'en veut d'avoir mal usé de son œil pour un plaisir voyeuriste, et du coup, puisque tu as puisque tu as joui au moyen de ton œil, et bien maintenant tu ne vas plus rien voir du tout. Voilà. Donc je laisse évidemment aux analystes la discussion autour de ce texte, mais vous voyez pourquoi Janet ne pouvait que décrire la dissociation, mais il ne pouvait pas comprendre que ce qui crée la dissociation, c'est le conflit sexuel. Voilà. Et là, parmi les psychologues, il y en a un seul qui passe, c'est Freud. Bon. Sur ce point précis. Ce qui n'ôte pas toute valeur à la psychothérapie janetienne, etc., mais c'est une façon de tourner autour du pot. Bon, voilà. Et pour Freud, c'est le moment où ça passe. Voilà. Vous voyez, donc, ce qui paraît extrêmement intéressant, c'est que,
en allant voir ou en ayant vent des sujets qui sont passés par là, parce qu'ensuite, je vais y revenir dans la dernière partie, Janet, lui, est devenu un professeur à partir de 1902. Il y a une idée très intéressante, c'est de comparer l'enseignement de Janet, qui avait un enseignement très systématique, avec l'enseignement de Freud. Parce que Freud, lui, est devenu, justement à peu près à la même époque, il a eu enfin son titre de professeur, là il n'en avait plus besoin, donc professeur Dr Freud. Donc on voit Janet et Freud enseignant parallèlement. Et notamment, il y a ce jet d'œuvre, à mon avis, qui sont les leçons d'introduction à la psychanalyse, dont il faut rappeler que c'est une leçon effectivement professée. Freud était un grand enseignant. Bon, ce qu'on appelait la forlesung, c'est-à-dire la leçon, quoi, la leçon lue, c'est ce qui est lu. Voilà. Sauf qu'il improvisait pas mal. Voilà. Donc ce sont deux enseignants, mais évidemment avec deux modèles théoriques différents. Alors, voilà, je voudrais poser deux questions maintenant pour essayer d'être un peu à la hauteur, au fond, de cette question de la rencontre de Freud avec le collège. Un, osons poser la question, est-ce qu'il y a une unité? Bon, Ranvier, Maury, Janet, dans une certaine mesure, c'est quand même un trio hétéroclite. Hein. Pas tellement, finalement, au niveau du mode d'emploi que Freud en avait. Hein. Car de Ranvier, il recueille quoi? Il recueille une théorie de l'espace neurologique qui va devenir ensuite une théorie de l'espace psychique. Freud introduit la métapsychologie, qui est une théorie de l'appareil psychique avec trois dimensions. Hein. Une dimension d'abord topique, c'est-à-dire qu'il y a des lieux de l'appareil psychique, préconscient, inconscient, conscient, ça, moi sur moi. Chez Freud, il y a, la métapsychologie est visuelle, mais la topique ne suffit pas, il faut aussi une théorie du conflit, donc une dynamique. Et il faut une théorie économique, c'est-à-dire de ce qui est déchargé, de ce qui est investi. Là aussi, chez Janet, on trouve une économie sauvage. Sauvage au sens où elle n'est pas exactement métapsychologique. Je trouve que la métapsychologie freudienne est un instrument énorme que même les analystes peut-être n'utilisent pas toujours aussi systématiquement qu'il faudrait. Bon. Ou comme des citations. Non, pour Freud, la métapsychologie, c'est la clinique, c'est l'écriture même de la clinique. La première question qu'il faut se poser quand il y a un processus psychique, c'est où ça se passe, quelles sont les forces engagées et quelles sont les quantités dépensées. Certains diront que ça fait trop 19e siècle. Bon, on peut mettre aussi le signifiant à la place. Ça, c'est la question de l'épistémologie lacanienne. Bon, quoique Lacan utilise énormément la métapsychologie freudienne, mais c'est une autre question, épistémologie. Donc Freud est en effet un homme du 19e siècle, mais il est obligé de forger cette dimension-là. Bon. Donc, dans une certaine mesure, l'anatomie est devenue la base de la topique. Sauf que, bien entendu, il ne s'agit plus de systèmes matériels, cérébraux, mais il s'agit de lieux fictifs. C'est des fictions idéales, mais qui servent à situer où ça se passe. Vous voyez ? Freud est un clinicien, un chercheur en même temps. C'est un Lehrer. Enfin, Lehrer. En allemand, Lehre, c'est souvent traduit par doctrine, mais c'est aussi l'enseignement. Hein ? C'est l'enseignement. Voilà. Et c'est le point qui paraît important, c'est que, alors, vous voyez, c'est étonnant, d'une certaine façon, je ne veux pas mettre plus d'ordre qu'il y en a, mais parce que c'est aussi le hasard des rencontres, mais chez Ranvier, il trouve une topique, eh bien, d'une certaine manière, chez Maury, il trouve une sorte de dynamique. Fruste, certes, fruste. C'est pas une critique directe de Maury, c'est par rapport à ce que sera plus tard la dynamique psychanalytique, mais du moins, il y a chez Maury ce sens de la dynamique, également chez Janet d'ailleurs, qui pourrait être rangé, si on aime les typologies, du côté d'une certaine psychologie dynamique. Hein. Voilà. Et c'est ça qui lui permet, d'une certaine façon, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça s'est noué un peu dans sa tête, quoi, enfin, d'une certaine façon. Hein. Du coup, le parallèle des enseignements est tout à fait intéressant. Au moment où, par exemple, Freud prononce ses grandes leçons en 1916-1917 à l'université de Vienne, qu'est-ce que fait Janet? J'ai regardé le programme. Il parle des tendances de la vie psychique. Voilà. C'est-à-dire que Janet en est encore à une théorie des tendances, alors que Freud en est une théorie de métapsychologique. Bon. On peut regretter qu'il n'ait pas parlé. Hein, je pense qu'il y avait une admiration envers Freud très forte de Janet. Il lui envoie sa fille en analyse, pour imaginer qu'il aurait peut-être aimé faire psychanalyser par Freud. On peut jouer avec ça. Non, mais
Pourquoi est-ce que... ça a été très bien dit, il y a des anecdotes, mais je crois que, en effet, qu'en 1937, juste avant la mort de Freud, quand Janet s'est présentée pour rencontrer Freud, effectivement, Freud a refusé de le voir, et Janet, c'est quand même un acte violent, hein, une certaine humiliation. Ce qu'il reprochait, notamment à Janet, paraît-il, c'est d'avoir dit qu'une théorie aussi arbitraire que la psychanalyse ne pouvait apparaître que dans une ville de licence sexuelle, telle que la ville de Vienne. Bon. Ben, pour Freud, c'était impardonnable, ça. Non pas qu'il était vexé à titre personnel, mais parce que réduire, en plus, il n'aimait pas Vienne. Pour des raisons, il trouvait qu'à Vienne, tout était superficiel, que la science, c'était pas possible, etc. Donc, qu'un homme d'une si grande honnêteté intellectuelle puisse dire des choses aussi triviales, pour Freud, ça n'allait pas. Voilà. Par contre, le débat scientifique, il était effectif. Hein, bon, il était effectif. Bon. Donc, ou dire que l'inconscient, c'est une fiction et qu'il ne faut pas exagérer. Non, faut pas exagérer. Il faut exagérer. C'est-à-dire que, du moins dans notre expérience clinique, mais ça, c'est ouvert. Je veux dire, la psychanalyse, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas réponse à tout. Elle est engagée dans le processus psychothérapeutique. Et il y a un débat permanent. Mais d'une certaine façon, si on ne passe pas par l'expérience clinique, toute la question de la scène primitive, etc., eh bien, on fait de la psychologie générale. Ou même ce qu'on appelait à un certain moment de la psychophilosophie. J'ai vu le terme appliqué à Janet assez injustement en disant que c'est un psychophilosophe. Freud a une autre position, mais c'est au fond avec cette position qu'il va forger sa chose à lui. Voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est un peu... Bon, c'est vrai que Jung, lui, comme il avait déjà lâché la libido, ce que Freud lui reproche, et bien voilà, il avait plus d'acquaintance avec une psychologie générale, mais bon, l'idée de Freud, c'est que quiconque nous débarrasse de l'embarrassante suggestion sexuelle sera bien accueilli. C'est sa conviction. Bon. Donc, il y a cette idée qu'il faut noyer le poisson, alors que Freud a cette idée, vous voyez, j'ai un destin à remplir, qu'il faut dégager cette vérité. Non pas parce qu'il trouve que la sexualité explique tout, c'est pas un pansexualiste, bon. C'est parce qu'il pense que si on enlève le sexuel, il n'y a plus le réel. Voilà. Mais bien sûr, ça fait un beau débat. Janet ne pouvait pas avoir ce débat pour des raisons, toutes sortes de raisons. Voilà. Mais du coup, vous voyez, en faisant légèrement mousser ces éléments par rapport... Freud n'avait pas de plan et de programme en arrivant au Collège de France. Mais d'une certaine manière, on peut voir, quand on connaît bien son développement, quand c'est quelqu'un qui traque l'inconscient, la chose inconsciente. Ce que Lacan appellera plus tard la chose freudienne. Voilà. Pour traquer sa chose, il a absolument besoin du discours de l'autre. Bon. Certains à Fliss, il dit « Je te remercie d'être un autre ». Bon. Mais il n'y a pas eu que Fliss, qui était le grand ami, c'est une passion. Enfin, c'est effectivement tous ceux qui, à un certain moment, lui fournissent des éléments. Et l'épistémologie freudienne, elle a un côté baroque, quoi. Elle est constituée d'éléments extrêmement hétéroclites. Et on pourrait dire c'est la preuve que ce n'est pas une vraie science. Non, c'est le fait que c'est un réel que Freud cherche à saisir. Le dernier point que je voulais souligner, alors c'est peut-être que... Alors là je vais encore un peu plus loin, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y avait pas dans le style d'enseignement et de recherche du Collège de France, dès l'époque, quelque chose en affinité avec la démarche de Freud même. Voilà. J'y suis, je termine ma leçon. Effectivement, ce point est très important parce que, d'une certaine manière, Freud, je m'étais amusé, fantasme Freud nommé au Collège de France comme professeur associé. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être dans l'articulation étroite entre la recherche et l'enseignement, dans le fait que les enseignants sont des enseignants à la première personne, qui engagent en quelque sorte leur subjectivité, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si Freud le sentait à ce point, mais qui était en affinité avec la démarche freudienne. Je vais terminer avec une citation de Freud qui dit, à un certain moment de son œuvre, enfin dans sa correspondance, « Quand on est chercheur, il faut être sanguin, dans l'effort, sanguin, pulsionnel, quoi, et critique dans l'examen. » Examen, c'est Untersuchung.
Je trouve que c'est très bien résumé. Si un sujet est purement académique, eh bien, il est toujours critique, etc. Ben, il ne fait pas bouger le réel. Donc, il faut être sanguin. Bon. Évidemment, il le dit un peu par provocation, hein. Mais c'est un sanguin qui ne réévalue pas ses résultats de façon critique, c'est tout simplement quelqu'un d'arbitraire. Bon. C'est ce qu'en allemand on appelle ça un Selbstdenker, c'est-à-dire quelqu'un qui pense par lui-même. Alors c'est vrai que ça fait un peu autodidacte. Le mot autodidacte a parfois un sens péjoratif, mais quelqu'un qui s'enseigne lui-même, mais qui en même temps enseigne les autres. Bon. Ce qui suppose une position originale de dissidence d'excellence. Vous voyez, c'est l'idée qui me donnait. Au fond, le Collège de France, c'est une certaine dissidence par rapport à l'idéal universitaire. Il faudrait faire toute une histoire de ça. Mais dans l'excellence, voilà, par rapport à une tradition universitaire classique que je connais bien, mais où on transmet un savoir déjà constitué, où il y a de la recherche en plus. Hein. Là, la recherche et l'enseignement sont inséparables. Donc peut-être que c'est l'un des traits de l'enseignement au Collège de France de présenter la rencontre entre un chercheur distingué, dans toutes les disciplines, qui ouvre les voies d'une pensée originale, offerte à qui veut d'ailleurs. Hein. Et c'est étonnant, il me semble qu'il y a une résonance avec la démarche freudienne, c'est-à-dire une détermination à tracer sa voie. D'ailleurs, Freud a fait un rêve qui s'appelle autodidacte, hein, avec un savoir neuf. Hein. Pour le dire en anglais, un work in progress. Voilà. Donc, si Freud va prendre de la graine au Collège de France, vous voyez, et je pense que c'est l'occasion de relire cet épisode et de lui donner un statut propre. Hein. C'est justement, probablement, parce qu'il sent qu'il y a un peu des gens dans son style, d'une certaine manière, c'est-à-dire qui, dans leur discipline, qu'il s'agisse des cellules nerveuses, ou bien de tous les objets de Maury, ou même la psyché, comme Janet, qui cherchent à percer des voies nouvelles. Voilà. Donc, celui qui avait un destin à remplir, là, qui était encore très loin de son destin, il me semble qu'il a rencontré le Collège de France. Il me semble que, moi je vois ça comme ça personnellement, ce colloque est une façon d'homologuer ce moment. Hein, parce que la Salpêtrière a fait de l'ombre au Collège de France, dans l'esprit de Freud, comparer les présentations de malades sensationnelles, voire de style un peu hystérique de Charcot, qui était un très grand clinicien, immense même, hein, mais quand même avec cette dimension hystérisée, et puis l'enseignement qui est à la fois certes académique, mais qui rend possible une voie de recherche originale. Donc, vous voyez, le franchissement de Freud, là, ce jour-là, il prenait date, quoi. Voilà ce que j'ai voulu essayer de montrer.